Ça, il y a l'empathie, l'intuition, c'est deux, même si ça se recoupe. L'empathie, c'est un ressenti global. C'est comme si les gens émettaient des ondes. C'est une image, je ne peux pas dire, hein, je n'ai pas de théorie particulière là-dessus. Mais il émane des gens quelque chose. D'ailleurs, on peut trouver les gens sympathiques, pas sympathiques, désagréables, agressifs, ça émane, ils n'ont même rien dit, il émane quelque chose des gens. Et l'empathie, c'est de capter ce qui émane des gens et d'en faire une espèce de synthèse quand même, pour pouvoir comprendre ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est l'empathie. Et j'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais dans une salle d'attente d'un médecin, un journal médical, où on disait que quand les soignants faisaient un diagnostic juste, ils avaient une petite réaction physique. Ils le ressentaient dans leur corps. Et c'est vrai qu'on peut très bien ressentir quand on dit quelque chose de juste, quelque chose qui tombe bien, eh bien on le ressent. Le corps le ressent. Mais c'est une analyse, c'est presque un processus chimique qui se fait malgré soi. J'ai une jeune femme qui était, elle était très jolie, sportive. Et elle fait un voyage parce que les sports proposés l'intéressaient. Un voyage à 6 jours, mais je sais pas, en Martinique, un truc comme ça. Parce que les sports proposés l'intéressaient. Et elle m'a dit au retour, bah, je me suis pas fait d'amis, mais maintenant je sais pourquoi. Ah ben c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, oui. Alors qu'avant, ce serait désespérant. Non, je peux pas me faire d'amis, je comprends pas, ça ne m'intéresse pas, je suis différente. Et elle n'a pas, voilà, même aussi jolie soit-elle, elle n'a quand même pas eu non plus de rencontres. Et, et voilà. Mais bon, on peut recommencer. Je pense qu'il y a une exigence qui Oui. est encore moins négociable à partir du deuxième écart type. Moins négociable, c'est que c'est viscéral, hein. C'est pas une fantaisie, c'est physique d'inconcevabilité, que ça soit dans les couples ou aussi au travail. Et Au c'est important, travail, pour moi, c'est s'ils sont important de le savoir. reconnus, oui, c'est vrai, au travail, tu connais beaucoup mieux moi, mais s'ils sont reconnus dans leur spécificité, si on, à leur place, à la place qui est la leur, ça peut aller. Ce qu'il y a, c'est que, par exemple, dans la recherche, enfin, les laboratoires, les gens font de la recherche, ils s'entretuent, hein. Exactement. C'est pas du tout le paradis. Où que ce soit, ils s'entretuent. Donc, le type très doué, il disparaît, quoi. Il peut être assassiné moralement, amené au suicide s'il est un peu fragile. C'est très difficile. Et là, c'est vraiment très difficile. Tu poses un sujet qui est souvent du débat de gens qui me connaissent. Moi, j'ai beaucoup travaillé en université avec des chercheurs ou des copains docteurs, et j'en ai régulièrement qui viennent sur ma chaîne. C'est le monde de la recherche, en fait. Le monde de la recherche, c'est pas un paradis. Moi, j'ai des chercheurs qui sont dans des labos de recherche, qui passent des thèses de doctorat ou qui les ont passés, qui me disent, Fabrice, j'avais pas la liberté du choix de mes thèmes. En fait, les thèmes, très souvent, c'est le mandarin qui décide pour toi, où tu fais de la recherche là où il y a de l'argent. Et le monde de la recherche, c'est comme, je sais pas, chez Leclerc, chez Auchan ou chez McDo, c'est des gens qui ont encore plus de l'ego parce que ils ont, je sais pas, 10 ans d'études. Et quelqu'un qui est doué peut se trouver en compétition, en concurrence, en jalousie dans ce monde-là qui est pas du tout à part, alors que la recherche et la science, c'est quand même un monde magnifique pour moi, mais des gens qui se font abîmer. Hein. Si t'es pas conforme et si t'acceptes pas les formes de collusion, des fois de corruption ou d'allégeance à, à des courants, à des mouvements. Oui, et puis respecter des gens. Il y a des terrains où il faut pas aller parce que c'est la chasse gardée. Et puis avoir une idée trop originale, elle va être enterrée tout de suite parce qu'elle va remettre en question d'autres gens. Je pense que et ça avancerait beaucoup plus vite si c'était paradis terrestre, la pays de Thélème. Enfin, ça avancerait beaucoup plus vite. Mais là,
c'est fou. Les gens que je vois qui travaillent dans des labos, c'est la jungle. Exactement. C'est la jungle C'est avec des choses trappes, enfin tous les dangers qu'on peut imaginer. comme Ouais, ailleurs. ouais. Moi, j'avais encore quelqu'un hier sur un de mes bilans qui me disait, en fait, j'ai un problème. C'est un niveau de technicien qui travaille dans un labo de recherche et qui est plus intelligent que les ingénieurs. Donc, les ingénieurs l'exploitent, il remplace des postes d'ingénieur et il est payé comme un technicien, avec l'ancienneté, un technicien senior. Et il me dit, c'est insupportable. Il C'est-à-dire qu'il faut s'approprie. bien Les autres comprendre. s'approprient ce qu'il a pensé. Exactement. Ce que Si comprennent les pas autres les gens s'approprient. doués, c'est que les gens, c'est générique, les neurotypiques, ne s'intéressent pas à l'intelligence. L'intelligence est un prétexte pour servir l'ego, le pouvoir, la superficialité, mais pas pour l'intelligence. C'est-à-dire là où les personnes douées pensent que les autres vont être intéressés, moi ça m'a valu plein de problèmes, j'en ai encore aujourd'hui sur ce sujet-là, sur la question de l'intelligence et se développer, de développer le monde ou d'avoir une meilleure version de soi-même, ce que disent souvent des personnes douées. En fait, les autres, c'est un prétexte pour prédater pour leur intérêt personnel. Oui, C'est absolument horrible. oui, oui, dans tous les milieux, mais j'ai ça, je vois beaucoup de gens dans toutes les, enfin, que ce soit dans les compagnies d'assurance, enfin, je sais pas, là où il y a des choses à mettre en place, s'ils trouvent un système ou informatique, quelque chose qui fait qu'on gagne du temps, c'est plus efficace, eh bien, leur patron se l'approprie, leur chef, la N plus 1, se l'approprie sans aucun scrupule, Exactement. mais sans aucun scrupule. Et en plus, pour être sûr que l'autre ne va pas trahir ou s'insurger, on le persécute un peu, comme ça il va se déprimer. C'est encore mieux s'il se suicide, parce que ça finit comme ça parfois. C'est horrible. Enfin, où il fait un burn-out, il disparaît de la circulation, et voilà, on n'en parle plus. Mais une fois qu'il a donné ce qu'il avait à donner, enfin, une fois qu'il a été un peu utilisé, on le jette. C'est vraiment, il faut vraiment avoir une armure d'acier trempée pour affronter ce monde. Ou alors on met la sourdine, on fait son boulot, on s'en fiche, et à côté de ça, on fait de la peinture, on C'est ça. fait des sports extrêmes, On, pa- on se défoule. on passe sous le radar. Ouais. Et puis on se déploie de l'autre côté. Je crois que l'identification pour les adultes, elle est moins un chiffre qu'une reconnaissance par un professionnel ou un homologue pour trouver des solutions et comprendre que tout ce qui se passe est normal. Moi, j'entends ça toutes les semaines, ce dont on vient de parler, et je dis aux gens, mais tout ça est normal. C'est comme ça que ça se passe. Et ça peut s'anticiper. Ça peut se prévoir. On ne parle pas la même langue. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est un sujet anthropologique en termes de décalage pour obliger les personnes douées à comprendre le niveau et la nature du décalage parce que l'environnement, Nikos faisait une différence et il m'a corrigé là-dessus et je trouvais ça très bien. Moi, je parlais d'un problème d'humanité et il m'a dit non, c'est un problème de société. C'est-à-dire que l'humanité n'est pas configurée comme ça, mais la société dans laquelle on vit, et si on change de pays ou de continent, ça peut être un peu différent, conduit à ce que des normes comportementales produisent ça. En fait, on est dans la jungle, comme tu disais tout à l'heure. Il faut apprendre à naviguer dans la jungle et avoir la carapace dont tu parles de temps en temps sans être totalement enfermé dans la carapace. C'est un vrai exercice de Non, style. je dis armure. Moi, je dis Oui, armure. c'est une armure, pardon. C'est plus Tu parles noble. d'armure. Oui, je dis que c'est une armure parce que c'est plus noble. L'armure, on peut l'enlever. Et en plus, l'armure, ça fait référence aux chevaliers du Moyen-Âge, qui étaient, en principe, très bien, hein, quand ils étaient sur leurs chevaux et dans leur armure, ils avaient de l'allure et ils allaient au combat, ils n'avaient peur de rien, ils criaient des slogans, ils suivaient des bannières, c'était pour Dieu et le roi, c'était, là, ils y allaient. Et c'est pour ça que je dis armure, parce que c'est plus glorieux, carapace, ça fait un peu bestiole. Oui, tu as raison. C'est une armure. L'armure, c'est un outil
la carapace peut être encombrante. J'ai souvent une question que je te propose de personnes qui me disent, est-ce qu'il y a un endroit où on peut se lâcher? Est-ce que, en tant que personne douée, de la manière dont je fonctionne, des bizarreries que je connais plus de celles que je connais pas, est-ce que vraiment on peut se lâcher? Ma réponse très souvent est non, mais non, je dis non et ça dépend. Quel avis tu aurais, toi, sur le fait Autrefois, de... oui, avec des pères, derrière, oui. Ça, c'est sûr qu'avec des pères, les gens peuvent rire et même pour des bêtises, peuvent apprécier les choses, les voir de la même façon, avoir le même recul, avoir le même... Oui, bien sûr, moi je pense, mais il faut que ce soit, il faut que ce soit choisi. Oui, j'avais commencé à dire, je vois des gens qui ont gardé des amis qu'ils ont connus par exemple en prépa. Ils sont restés amis toute leur vie, ils se sont connus en prépa, c'était une découverte. Jusque-là, ils n'avaient pas eu d'amis parce que dans leur lycée, c'était pas ça. Bon. Ils rentrent en prépa et là, il y a un choix qui s'est déjà opéré. Ils peuvent rencontrer des gens avec qui ils s'entendent bien et là, c'est des amitiés qui, pour des décennies, ils sont partis pour la vie. Et ça, j'en rencontre, j'en vois. Et avec, là, ils se sentent vraiment bien. Ils se tiennent, ils se soutiennent quand il y a des coups durs, ils se réjouissent et ouais, ils vivent ensemble, quoi, ils partagent. Bien sûr, c'est possible. Il faut beaucoup de chance. Et ce qu'il y a dans ces cas-là, c'est que c'est immédiat. C'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un euh, amicalement, c'est pas forcément amoureux, je veux dire, il n'y a pas forcément un sentiment amoureux. Quand on rencontre quelqu'un, c'est immédiat. C'est des gens qu'on a l'impression d'avoir toujours connus. Ça va bien, ça va vite, c'est le même vocabulaire, c'est les mêmes références, c'est les mêmes sous-entendus. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Et ça arrive. Et c'est tout de suite. L'avantage, c'est que c'est tout de suite ou pas. Il y a des amitiés un peu boiteuses, fondées sur un centre d'intérêt commun, mais la véritable amitié, elle s'installe et elle dure. Oui, c'est possible, il faut pas se désespérer, mais ça sera jamais 100 personnes à la fois. C'est assez étrange ce que tu viens de dire. Moi, très souvent, je dis que c'est du plug and play. C'est comme les machines. Tu branches, ça marche. Et c'est cette Oui, forme de fulgurance où on a l'impression qu'on est identique, elle est importante. Et dans le livre, tu parles de l'importance pour les gens et déjà pour les enfants de rencontrer des pairs, des homologues. Ce qui peut se faire amène ça. Moi, j'ai créé il y a plus de 15 ans le réseau des coloriers. C'est plus de 5000 personnes dans le monde. C'est incroyable, hein. Tout est bénévole et gratuit, réservé aux gens gentils parce que, en gros, je veux pas voir les autres. Il y a plus de 50 groupes éco-correspondants dans le monde. Il y a une vingtaine de pays. Et c'est avec des homologues, c'est-à-dire bénévoles et gratuits. Ça ne tient que parce que il y a le plug and play, parce qu'on se reconnaît. Et quelqu'un qui est doué, en fait, il peut. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit je me suis pas suicidé parce que j'ai écouté vos vidéos. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il y avait une autre personne comme moi. Je l'ai entendu avec des enfants, je l'ai entendu avec des adultes. Et le fait de rencontrer des pairs, en fait, permet de restaurer l'identité, de considérer qu'on n'est pas des fous, parce qu'il y en a qui ont contribué à nous le dire sur Terre, qu'il y a d'autres personnes comme nous, c'est-à-dire qu'on redevient normal, quand bien même minoritaire, dans cette société. Et c'est extrêmement important et restaurant de voir que nos fonctionnements étranges, quand tu es en fait dans les groupes et les groupes de coloriés, euh, je suis allé dans je les trouve. plusieurs. Les gens arrivent, on parle la même langue, et je dis mais c'est extrêmement apaisant et sécurisant Oui, oui, ils sont peu étranges. en termes de Et c'est tout de normalité ou suite. d'anormalité. Et c'est tout de suite, c'est ça l'avantage. C'est que c'est tout de suite comme les enfants d'ailleurs. Les enfants peuvent être dans une même classe, ils se retrouvent et ça y est, c'est comme des frères. Et après, ils Exactement. partagent tout. C'est très précieux l'amitié. C'est encore presque, enfin, c'est un autre genre, mais c'est aussi précieux que l'amour parce que ça peut fonctionner. On partage les moments, les bons moments, on partage tout, on soutient dans les moments difficiles. C'est c'est des gens sur qui on peut compter. C'est très important l'amitié, mais dans ce cas-là, C'est il faut beaucoup plus vraiment que ce durable. soit les mêmes. Vraiment que ce soit les mêmes. C'est beaucoup plus durable et je pense que c'est extrêmement important cette question de pair. Et là, c'est aussi pour les parents de bien vérifier très souvent je dis par résonance magnétique.
les enfants doués vont retrouver des homologues, c'est énergétique. Et effectivement, c'est une espèce de restauration, d'apaisement aussi et de sécurité pour les enfants et pour les adultes. Il y a une question qui me revient, on l'a abordée tout à l'heure, mais comme elle est assez fréquente, euh, pardon, elle est d'actualité sur la confusion entre la personne douée et l'autiste Asperger. Pour Ah moi, il n'y oui. a pas de confusion à avoir parce que je connais très bien les deux sujets et qu'il y a des éléments, il y a des éléments qui fait que c'est pas possible de confondre un doué ou quelqu'un qui est autiste Asperger. Après, il y a un autre sujet, c'est quand on est à la fois doué et Asperger, ce qui est une autre configuration. Tu aurais des éléments, toi, ou pour les parents ou pour les gens, des fois, qui doutent. J'ai souvent ça sur les réseaux sociaux parce que j'ai une Ben, community manager moi, j'ai qui travaille l'impression que Asperger, c'est un fourre-tout. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit décalage, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, allez hop, on met dans Asperger et ça y est. C'est comme si ça remplace la case autre quand on doit cocher les raisons, les c'est symptômes, la les choses voiture comme ça. Il y balai. a autre. Et hop, ça, la case autre, maintenant, c'est Asperger. C'est-à-dire que dès qu'il y a un décalage, dès qu'il y a quelque chose, on dit, oh là là, c'est Asperger, on cherche pas plus loin, c'est très bien, comme ça, voilà, là, c'est fini, voilà, c'est fini, la personne est cataloguée. Et donc, justement, ce jeune homme qui m'a appelé, il y a 15 ans, qui m'a appelé pour cette amie, à lui, eh bien, elle rentre dans cette catégorie-là, apparemment. C'est-à-dire qu'elle a eu des tas de diagnostics, ça veut rien dire du tout. Il n'y a pas de grille, ça veut rien dire. Moi, j'ai l'impression, le vrai Asperger, il y a quand même quelque chose. Puis il y a des degrés, on l'est plus ou moins. Il y a des gens qui réussissent très bien, par exemple, dans leur travail, qui le font consciencieusement, qui le font bien, heureusement. Mais au point de vue relation sociale, ça coince un peu, ils ne comprennent pas tout, ils peuvent être maladroits, ils accumulent les malentendus, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. C'est pas tout ou rien. C'est quelques aspects, plus ou moins. Il y a plus ou moins d'aspects. Il peut y en avoir de très légers, mais par exemple, quand je disais qu'il a besoin de solitude, à partir de quel moment on peut considérer que c'est un signe d'autisme? euh, c'est subjectif pour la personne qui dit ça. Et il y a énormément de choses comme ça. Je trouve qu'on maintenant on a trop tendance à séparer et à qualifier d'Asperger des gens qui ont juste, ils sont doués, ils sont en harmonie avec eux-mêmes, et s'ils se forçaient à agir autrement pour ressembler aux autres, ça n'irait pas du tout, ils seraient obligés de se contraindre, ils seraient très malheureux. Et c'est comme de C'est marcher au pas quand on est cheval de course. c'est ça, il y a souvent ça dans les risques de confusion, c'est la solitude, le décalage, pas aller jouer avec les autres enfants à l'école. Alors, ce qu'on va avoir dans l'autisme, c'est pas comprendre les implicites, les jeux politiques, les jeux de séduction ou certaines formes d'humour. Il va y avoir des intérêts spécifiques, mais ils sont pas de même nature selon qu'on est doué Oui, ou oui, autiste, bien sûr. ou les formes de naïveté aussi. Je vois souvent sur des forums des gens qui disent non, la naïveté c'est de l'autisme. Bah non, la personne douée, elle a aussi des formes de naïveté, mais en fait c'est de l'inconcevabilité que les gens se comportent d'une manière Oui, aussi incroyable. C'est pas de la oui, naïveté, c'est de oui, oui. l'inconcevabilité. Oui, oui, ils sont naïfs, c'est surprenant, mais ils sont naïfs, c'est comme ça qu'ils se font avoir. Parce qu'ils peuvent même, c'est pour ça la jalousie. Combien de fois je leur dis, mais cette personne est jalouse de vous, mais ils n'imaginaient pas, ils ne conçoivent pas la jalousie. Ils la conçoivent pas. Alors évidemment, je comprends pas comment on peut ne pas la concevoir. Ils trouvent des raisons, des justifications au comportement des gens jaloux. Alors ils se font avoir terriblement. Et ils comprennent pas l'implicite. C'est vrai, pas toujours. Il y a des sous-entendus, des choses comme ça. On dit qu'ils n'ont pas les codes. Alors je ne sais pas. Il y a des codes parfois qui manquent, où ils ont leurs codes de compréhension sont, on pourrait dire rigides, mais c'est surtout ils sont cohérents avec eux-mêmes, je trouve. Et que les codes ne sont pas toujours cohérents avec eux-mêmes. Enfin, entre eux. Les codes ne sont pas toujours cohérents entre eux.
Ils sont admis, mais pas cohérents entre eux. Il y a des choses qu'on peut faire, pas faire, ça dépend où. Tandis que les gens doués ont besoin d'une cohérence totale, globale, et avec eux et avec l'extérieur. Oui, c'est-à-dire que les personnes autistes n'ont pas les codes, c'est qu'il n'y a pas les logiciels embarqués. Là où les personnes douées ont les logiciels embarqués, mais ils ne conçoivent pas que ce soit possible. Et ils l'acceptent pas, et c'est pas, ça rentre pas dans leur forme de cohérence ou de congruence, qui est encore plus exigeant. Oui, C'est-à-dire qu'ils peuvent voir des choses, ils peuvent décoder des choses, mais ils conçoivent mais pas que ça soit possible. ils comprennent Là où pas. l'autiste ne le voit pas. Ils comprennent pas. Tout comme les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le logiciel doué installé, qui voient pas les gens doués parce que ils n'ont pas le logiciel, ils peuvent pas, ça tourne vite, c'est pas possible. Et les gens doués aussi, pas le logiciel des codes, pas tout n'est pas installé. Et, Exactement. et, et même si on leur explique, ils comprendront sur le moment, mais ils vont pas généraliser parce que ça, pour eux, c'est inconcevable. Ils vont comprendre en Il y 2D, a des choses à comme ça. plat, mais ils vont pas comprendre en 3 ou Voilà. 4D avec les subtilités, les nuances. Si t'as pas la perception en magasin, c'est juste un truc extérieur à toi. Le problème, c'est quand ces gens sont violents, et il y en a quand même beaucoup, que ça touche des professionnels, et il y en a quand même pas mal. Parce qu'il y a aussi un Oui. sujet qui est tu parce qu'il est délicat. Moi, j'ai beaucoup de psy, de neuropsy, de médecins, de psychiatres, de psychanalystes qui viennent dans mes formations et qui me disent, Fabrice, on se tait parce que sinon on va avoir des problèmes avec nos collègues. Et on va pas le dire, on va pas le dire qu'on vient dans vos formations, parce qu'il y a un vrai sujet d'errance médicale, mais quand même on est invité à ne pas en parler. Et l'errance médicale, c'est pas le problème des personnes douées ou autistes ou autres, c'est le problème des professionnels. Et c'est assez inégal puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont pas enseignées dans les universités. Mais ça, c'est très, ce que je dis là est sulfureux parce qu'il faut pas le Non, dire. c'est tout à fait vrai. Non, non, c'est tout à fait vrai parce que euh, ça peut être enseigné par qui? Je sais qu'il y avait une fois une fac qui voulait m'inviter à Paris, mais ils l'ont jamais fait. Il y a aussi Psychoprate qui devait, c'était au Terrassier, le Psychoprate, c'est une école de psychologue. Et Ouais, je ils connais. avaient demandé à Terrassier, Terrassier avait dit, bah, c'est plus simple, Ariel, à Paris, c'est quand même plus facile. Et finalement, ça s'est jamais fait. Il y a des endroits comme ça où certaines personnes suggèrent une formation, au moins une conférence, au moins quelques paroles, et il y en a d'autres qui doivent dire non, non, c'est pas intéressant, enfin qui mettent des bâtons dans les roues, et ça se fait pas. C'est Exactement. c'est étonnant. Et ça, c'est très, très tu. Il y a une forme de censure et d'autocensure sur ce sujet-là. Moi, je suis pas contre les professionnels, je travaille avec eux. Mais je pense qu'il faut qu'ils se mettent à jour sur la complexité de ce sujet-là. Moi, je vais pas au-delà de mes limites, je renvoie vers des professionnels pour tout ce qui est psychopathologie, pour tout ce qui va être l'autisme ou autre. Moi, je peux les détecter, Oui, les identifier, mais je renvoie pour suivre le travail de fond. Enfin, on peut travailler en bonne intelligence les et vrais troubles en d'attention, collaboration. les vrais troubles d'attention aussi. Ah, ça, c'est les troubles d'attention. Ah oui, il y a souvent des confusions. En gros, un train doué Les qui vrais. s'emmerde parce que ça l'intéresse pas, donc il se barre. Mais quand ça l'intéresse, il se barre pas. Et les caractéristiques spécifiques de la personne TDAH, parce qu'il y a d'autres sujets sur l'organisation, sur la gestion du temps, sur la impulsivité, enfin, qui caractérisent le Oui, TDAH. oui, il y a des vrais. On voit des gens. Oui, il y a des vrais. On voit des gens. Il y a des gens qui s'en arrangent ou dans leur métier. Finalement, c'est pas si mal, mais parfois c'est une vraie gêne. Il y a des vrais. J'en vois des vrais. Mais c'est pareil. Parfois ils sont à la limite. Ça nécessite pas de médicaments. Mais il y a des gens que je connais, enfin des adultes qui travaillent et qui me disent, mais sans traitement, c'est le jour et la nuit. Si je prends pas de traitement, je ne peux plus rien faire. C'est Exactement. indispensable. Il y a des gens qui me disent ça. Ah oui, Je moi parle j'ai des gens d'activité. avec des résultats positifs de Ritaline, de Concerta sur les microdoses. Ça se fait avec les psychiatres. Je suis pas contre Oui, ça du tout, vu comment ça peut coûter cher pour un certain nombre de personnes. oui, oui, mais eux-mêmes disent que c'est le jour et la nuit.
expression qui n'est pas de exactement. moi, qui est d'eux. Voilà, ils disent c'est le jour et la nuit. Sans ça, je n'y arrive pas, je ne suis plus bon à rien. Et Et, on voit bien qu'il y a pas de c'est vrai. confusion avec la personne douée, ce sont pas les mêmes caractéristiques. Non, mais encore Euh, une fois, quand ils sont doués, ça compense, exactement. ça se voit Il y a, moins, et puis on n'en parlait pas quand j'ai fait mes études, on parlait pas du tout de troubles de l'activité, on parlait pas des dents non plus, mais c'était quand même implicite, dans la mesure où on apprenait les tests, et donc on savait, et on apprenait comment c'était réparti, et on apprenait la courbe de Gauss. Et moi, tout de suite, j'ai bien vu en clinique, dans la pratique au quotidien, dès le début, qu'il y avait des gens qui étaient vraiment différents. C'était pas la même chose. C'était pas la peine fallait les considérer différemment, les enfants ou les adultes, hein. Comme à l'époque, on c'est faisait ça. facilement des tests, c'était plus facile. Les études, c'est essentiellement les tests et la psychométrie. Oui, même si tu dis que c'est l'intelligence un peu scolaire, enfin des choses apprises, une restitution, Oui, il y a quand même des items qui reflètent l'intelligence véritable. oui, oui, sur de la vélocité. Oui, et puis l'intelligence, un item comme similitude, quand on demande le point commun entre deux choses qui a Ah oui, priori n'ont pas de point commun, ça c'est de l'intelligence. ou sur les images Il faut aussi. avoir un bon langage, il faut avoir le sens du langage, mais ça c'est de l'intelligence. Il y a certains items, comme les cubes, reproduire des modèles avec les cubes, bon, s'il n'y a pas de difficulté d'orientation dans l'espace, c'est aussi la véritable intelligence. Quelqu'un qui raterait tout, mais qui réussirait ça, les cubes seulement, ça veut dire il y a quelque chose, il y a une intelligence, il y a un fonctionnement intellectuel qui est déjà très Il y a une élevé. forme d'intelligence et de capacité à, à, à voir comment le cerveau fonctionne. Moi, c'est comme ça que j'ai passé mon test et mon bilan avec une psychologue et qui était concernée et qui était ouverte puisque je m'étais communiqué sur ce que je faisais pendant que je faisais ce que je faisais et ce qui se passait dans ma tête et on parlait en même temps. Donc, elle était très atypique. Et Ouais, c'était extrêmement intéressant. Donc moi je dis aux gens, je suis pas contre le bilan, mais faites-le bien, faites-le proprement, exploitez-le, optimisez-le et regardez comment votre cerveau tourne et les formes et les dons que vous avez. Et dans ce cas-là, c'est super intéressant. il faut que ça soit fait par quelqu'un en courant parce que on peut rater des items, style vitesse de traitement. Bon, si on rate ces items-là, euh, le psychologue dit, enfin certains, eh ben non, si vous avez une intelligence hétérogène, alors là vous avez une faiblesse, alors que ça baisse le QI global. Et les gens me disent, bah non, moi je suis pas doué, tout ça parce qu'ils ont mis du temps, perfectionnistes, Exactement. un peu maniaques, ils ont voulu que ce soit très bien fait, ils ont mis du temps à remplir ces petites cases là. Et du coup, on dit, bah non, ils sont pas très intelligents. Donc il faut vraiment faire très attention, il faut bien connaître. Je vais profiter de ce que tu viens de dire pour revenir sur ton livre, sur la question du perfectionnisme, qui est à la fois un don et un handicap. Cette estime entravée par le souci de perfectionnisme, c'est page 113, qu'il soit bien acquis qu'un enfant doué ne peut pas avoir spontanément une bonne estime de lui, il est bien trop perfectionniste pour se satisfaire d'un résultat approximatif. S'il répond à 9 questions sur 10 et qu'on l'en félicite, il ne cessera de se reprocher amèrement cette réponse qu'il ignorait, ou bien ce que lui semble encore plus terrible, qu'il n'a pas trouvé sur le champ, mais qui lui est revenu à la mémoire un peu plus tard. Si on le félicite largement pour une réussite sans faute, il donnera pour justification que c'était très facile, qu'il a eu de la chance et donc aucun mérite, et donc il n'est pas intelligent, et donc il n'est pas doué, c'est moi qui rajoute ça. Et on doit lui rappeler qu'il a atteint en test les notes obtenues par des enfants bien plus âgés que lui, et il a du mal à concevoir, c'est moi qui le rajoute, hein, il a du mal à concevoir et comprendre ça, et que la question du perfectionnisme, j'ai observé que un certain nombre de personnes avaient réussi à contourner ou à dompter la question du perfectionnisme, en particulier dans le deuxième écart type. Et je les trouve, ou j'observe, mais j'ai vu ça aussi dans des études aux États-Unis, qui sont beaucoup plus autonomes par rapport à un sujet qu'on a abordé tout à l'heure,
par rapport à la société, moins indépendants, moins d'allégeance, mais ils attendent moins, c'est générique, de la société. Et il y en a qui ont trouvé un perfectionnisme adapté. Ce que je dis des fois, c'est qu'il y a un perfectionnisme supérieur au perfectionnisme, c'est-à-dire le perfectionnisme qui est de la maximalisation à un niveau supérieur quand c'est de l'optimisation, à faire des compromis, c'est-à-dire à faire à 80%, à 60%, à 50%, parce que de toute façon, tout le monde s'en fout. Il faut pouvoir, il Il faut faut pouvoir le pouvoir, oui. faire. Il y en a qui Voilà, peuvent c'est pas. qu'il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir arriver à construire ça. Mais le perfectionnisme, ça c'est vrai, les enfants, le vocabulaire, bon, il y a un mot qu'ils ne savent pas, et ils en le soir, bon, ça s'est bien passé. Ah oui, mais il y a un mot que je n'ai pas su. Ils sortent le mot qu'ils n'ont pas su. Et après, ou alors après, ils disent alors, ah, mais je le savais, comment ça se fait que je l'ai pas dit à la dame? Mon Dieu, ils ont fait une maladie. C'est, Exactement. alors que j'ai passé mon temps à dire que c'était bien, et quand je les vois comme, quand je sens que ça va être comme ça, je préviens, je dis non, mais c'est formidable, tout le monde ne peut pas tout savoir, mais qu'est-ce que tu apprendras à l'école si tu es haut comme ça, tu as encore des années d'école, tu as encore du temps à apprendre, ça n'est pas grave, et puis on peut oublier. Ben, mais les enfants, pour les enfants, c'est dramatique, c'est leur image qui est entamée. Je crois que Oui. dans le perfectionnisme, c'est l'image de soi, faire une erreur, et on peut pas bâcler parce que c'est son image qui est chaque fois entamée. On peut pas abîmer son image. Alors Parce ça que donne c'est des gens identitaire. lents. Oui, on est dans ce qu'on fait, on peut pas dire tant pis, non, C'est, ça sera mal fait, mais je dis aussi que si il y avait des gens qui construisent les ponts ou enfin, et si tous étaient perfectionnistes, il y aurait moins d'écroulements de bâtiments, il y aurait moins d'accidents, si les gens étaient vraiment très très soucieux de la perfection de ce qu'ils font dans certains domaines, ça éviterait des accidents. je pense que c'est un Et je vrai raconte parfois sujet. l'histoire. Pardon, je t'ai pas entendu, Ariel. Non, je disais, je raconte parfois l'histoire de la tour de Pise parce que je dis Ah oui. euh, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a eu quelque chose quand même au départ? Je sais pas, mais on a l'exemple, voilà. Oui, c'est un bel exemple. Et Oui, mais je sais pas. Parce que à l'époque, on pouvait pas prévoir les plaques tectoniques, enfin, je ne sais pas. Mais peut-être, mais il y a des choses qui s'effondrent parce qu'il y a eu des erreurs, les barrages qui cèdent, les barrages qui cèdent et qui noient des gens. Bon, il y avait une fois une passerelle pour un bateau, là, grand navire, enfin, un paquebot, qui s'est effondré avec les gens dessus. C'est sûrement parce que ça n'aurait pas été bien bien fait. réalisé. C'était pas possible. Ouais. Donc, quand même, c'est Et important. c'est important et ça peut être un piège dans le fait donc de ce qu'on a vu, c'est qu'une personne douée, en fait, ce qu'elle fait est ce qu'elle est. Et il faudrait arriver à dégrouper ce que je fais de ce que je suis de la question identitaire. Mais j'ai régulièrement des personnes qui font de la surqualité. Là récemment, j'avais une personne qui est avocate. Elle a dû quitter son cabinet d'avocat parce qu'elle travaillait trop bien, donc elle coûtait trop cher. Et comme le cabinet vendait au forfait, elle n'était pas assez rentable. Ah oui. Donc en fait, il fallait qu'elle Elle fasse n'était des pas trucs rentable. pourris. Ouais. Et elle dit, mais je me dis, je peux pas faire des trucs pourris. Elle a négocié une séparation. Oui, Parce ben, je que en comprends. tant que doué, attends, juste, en tant que doué, elle anticipait le client, elle anticipait les problèmes que sa hiérarchie ne voyait pas, elle anticipait ce qui allait se passer dans la négociation et dans le futur que personne Oui, ne voyait, donc ça lui prenait de temps, donc elle avait un process plus long, parce que elle voyait beaucoup plus loin. Et elle a dû négocier un départ oui, avant que ça soit trop critique. Et ça, c'est oui, très fréquent. oui, c'est malheureux parce que c'est comme ça que les ponts s'effondrent. C'est comme ça qu'il y a des accidents, c'est comme ça qu'il y a des choses aberrantes parce que
Et les gens se dissocient tellement de ce qu'ils font que ça n'a pas d'importance. C'est fait à l'arrache. Ça ne va pas non Je plus. parle souvent de médiocrité, c'est médio, moyen, c'est fait en mode moyen, ce qui est inconcevable pour la majorité des gens doués dans leur travail. Pour les gens, ah oui, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas, l'avocate ne peut pas ignorer les développements possibles, probables, peut-être même, qui feront que son client sera en mauvaise posture, alors que si on les prévoit, on agit autrement. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est Mais ça. même le cabinet. Moi, j'ai régulièrement Et des même personnes qui, dans leur réflexion, ramènent de la valeur à leur employeur et ramènent de l'argent et se font jeter parce que l'employeur n'a pas vu tout ce qui était, tout ce qui était mis en place. Ça rend fou, hein. Ça rend fou. ah oui, c'est de Euh, la jalousie. Oui, ce milieu, enfin tous ces milieux comme ça où les grandes entreprises, style, enfin les grosses boîtes, c'est terrible. Il y a des querelles à tous les niveaux et les gens doués se font utiliser, exploiter, mais aussi complètement écrasés parce qu'ils sont dangereux. Ils peuvent être dangereux. Et c'est comme ça qu'il y a des trains qui déraillent. C'est comme ça qu'il y a ouais, des choses exactement. comme ça qui se passent. J'ai une autre question à te C'est proposer sur laquelle je ne sais pas forcément bien répondre. Il y a des gens qui me disent, j'ai pas de mémoire, donc je peux pas être doué. Sur à quoi je réponds, il y a plusieurs formes de mémoire. Et on peut avoir des mémoires à long terme et pas des mémoires à court terme. On peut avoir des trous. On peut aussi avoir des mémoires des années qui disparaissent, ce qui a été mon cas, parce que des périodes trop violentes ou des périodes trop brutales ou un peu comme quelqu'un qui a été agressé sexuellement. Est-ce que t'as un avis sur la question des mémoires pour les personnes douées, sachant que dans le cliché, on dit qu'il a une très bonne mémoire? Il faut savoir quelle mémoire est la question. Justement, Hélène Catrou, avec qui on avait écrit L'enfant doué, l'intelligence réconciliée, elle parlait de ses problèmes de mémoire. Et elle travaillait avec quelqu'un qui s'appelait de la Garandrie, Antoine de la Ah Garandrie, qui est un oui, philosophe d'ailleurs, et qui avait trouvé des méthodes, des techniques plutôt, enfin des méthodes, non, il disait que c'était une théorie. Il disait que c'était une théorie. Mais que chacun fonctionne différemment. Et justement, il y a énormément de gens doués qui disent qu'ils n'ont pas de mémoire, et en fait, ils savent pas l'utiliser. Chacun a son propre fonctionnement. Il faut trouver le fonctionnement qui lui convient, et, et là, ça fonctionne. Et après, ça redémarre. Et c'est parce qu'il y avait une dame qui m'avait dit, je disais que j'avais pas de mémoire, et maintenant je retiens tout, c'est formidable. Ça m'est Alors Hélène n'est plus là, mais elle a formé des gens. Et il y a des adultes, par exemple, qui reprennent des études et qui doivent passer des examens. C'est un cauchemar, hein. Pour un adulte, reprendre des examens des années après ce qu'il a passé, c'est un pur cauchemar. Il doit apprendre, il n'est plus du tout dans cet état d'esprit. C'est un pur cauchemar. Et avec certaines techniques, il peut acquérir cette mémoire. C'est un exercice, c'est comme un muscle. ouais, c'est bien que tu parles d'Antoine de la Garandrie. Moi, j'y fais souvent référence dans mes accompagnements. Alors, pour les gens qui nous écoutent, il y a un site qui s'appelle apprendre-réviser-mémoriser.fr. Et en fait, c'est du training mental, ce qu'a développé Antoine de la Garandrie, de la gestion mentale. Il y a des professionnels Mais qui c'est se ça. sont spécialisés sur la gestion mentale, qui est en particulier appropriée pour les personnes douées, mais aussi pour d'autres personnes. Et dans la gestion mentale, on travaille sur l'attention. Là, je suis sur le site à côté. L'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion, l'imagination créatrice. Et je renvoie souvent des parents, des adultes sur cette problématique-là pour comprendre qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus pour retravailler le muscle dont tu parles et corriger les trous qu'on a sur les processus d'apprentissage. Oui, parce que il y a des gens qui disent, mais non, la mémoire, ça se travaille pas, c'est pas un muscle. Et moi, je trouve que si, ça se travaille.
Et au bien sûr. début, j'apprenais mes conférences par cœur parce que bon, je l'apprenais par cœur. Ça durait 1 heure, j'apprenais ça par cœur. J'étais obligée d'avoir plein de techniques d'apprentissage parce que même si c'était moi qui l'avais écrit, c'est quand même compliqué. Maintenant, je le fais plus. Maintenant, je l'ai bouclé, mais je le fais plus. Mais ça demande vraiment de l'entraînement. Mais avec de l'entraînement, comment font les acteurs? C'est Ils ça. n'ont pas une mémoire fantastique pour autre chose. Les acteurs, ils s'entraînent, ils ont des techniques, des méthodes, ils associent un passage à un geste. Enfin, c'est ça, on associe, on se remet dans une situation, on peut le relier à une émotion. Enfin, il y a énormément de références qu'on peut avoir pour retenir quelque chose qu'on doit retenir. Mais chacun, c'est valable pour chacun. Il n'y a pas une technique toute faite. Non, S'il y faut se a, l'approprier. oui, Vas-y. c'est ce que Hélène disait. Si dans une classe, parfois, il y a un cours de gestion mentale à 15 élèves ou 25 élèves, il y en a quelques-uns qui en profiteront, puis il y en a d'autres pas du tout parce qu'ils ne fonctionnent pas comme ça du tout. En gros, il y a visuel, la mémoire visuelle, mémoire auditive, mémoire kinesthésique associée à des gestes, la mémoire olfactive aussi, mais voilà, c'est surtout visuel, auditif. Et avec le WIS qu'on voit d'ailleurs. On voit les enfants qui sont plutôt auditifs et plutôt visuels. Il y a un test mémoire de travail, oui, une échelle mémoire de travail, ça se voit, indépendamment du chiffre. On voit comment il fonctionne. Mais c'est Et il y en super a qui important ça, spontanément. Ah oui, sur les pour les processus enfants. d'apprentissage, parce que c'est un travail Ah oui, sur oui, c'est très mesure qu'il important. faut acquérir. On donne des conseils, je donne des conseils aux parents, et voilà, à l'enfant aussi, s'il n'est pas trop petit, enfin, pour qu'il puisse apprendre ses leçons correctement, et il faut de l'entraînement, il faut quand même passer des examens. Même si cette intelligence-là est trop formatée, il faut quand même pouvoir l'utiliser. Ouais, j'ai un autre point aussi que tu abordes régulièrement dans tes conférences. C'est on est un peu passé dessus sur la notion d'hypersensibilité que tu corriges et je partage les corrections que tu fais. Mais en particulier l'empathie, je pense que les personnes douées ont une forme d'empathie qui est à la fois une solution et un problème, c'est qu'ils téléchargent les gens, ils ressentent les choses. Tu parles aussi de l'intuition. Et pour moi, il y a plein Ah de oui, canaux composites de capteurs entre de l'intuition, de la vision, ce que je ressens dans le ventre, ce que je ressens dans le corps, et la masse de données est bien plus importante que pour quelqu'un neurotypique. Et je rajouterais un truc aussi, parce que ça pose problème à certaines personnes qui disent je suis lent, donc je peux pas être doué. Ce à quoi je réponds quand vous êtes lent, en fait, c'est que vous traitez 100 fois plus d'informations que quelqu'un normal. C'est pas la oui, lenteur, c'est voilà, qu'est-ce que oui. vous faites à l'intérieur du processus. Et je voulais avoir ton avis, ton expérience là-dessus, sur cette forme d'empathie, ou ce que vont faire des personnes douées que les autres ne font pas, qui peut porter des jugements dégradés, et le fait de capter, de sentir le gens, de sentir les lieux, de sentir les espaces, y compris de sentir si la personne, elle triche ou pas, ce que n'aura pas une personne autiste, par exemple. Ça, il y a l'empathie, l'intuition, c'est deux, même si ça se recoupe. L'empathie, c'est un ressenti global. C'est comme si les gens émettaient des ondes. C'est une image. Je ne peux pas dire, hein, j'ai pas de théorie particulière là-dessus. Mais il émane des gens quelque chose. D'ailleurs, on peut trouver les gens sympathiques, pas sympathiques, désagréables, agressifs. Ça émane. Ils n'ont même rien dit. Il émane quelque chose des gens. Et l'empathie, c'est de capter ce qui émane des gens et d'en faire une espèce de synthèse quand même pour pouvoir comprendre ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est l'empathie. Et j'ai lu il y a pas très longtemps, mais dans une salle d'attente d'un médecin, un journal médical où on disait que quand les soignants faisaient un diagnostic juste, ils avaient une petite réaction physique. Ils le ressentaient dans leur corps. Et c'est vrai qu'on peut très bien ressentir quand on dit quelque chose de juste, quelque chose qui tombe bien, eh bien, on le ressent. Le corps le ressent. Mais c'est une analyse, c'est presque un processus chimique qui se fait malgré soi. On peut pas dire, on l'a plus ou moins. Les gens qui sont complètement fermés, murés et égoïstes, égocentriques, ils ressentent rien du tout. Mais ceux qui se penchent sur les autres et qui ont une espèce de curiosité, mais une bonne curiosité pour aider, eh bien, ils ressentent, et cette empathie, ça fonctionne, et il y a
j'ai rencontré une femme médecin aussi qui disait qu'elle aussi, quand elle faisait un bon diagnostic, elle le ressentait dans son corps, c'était juste. Et l'intuition, les enfants ont cette intuition déjà, et elle n'est pas mesurable, et les adultes aussi, mais les adultes ne la croient plus. Moi, j'ai l'impression que c'est une synthèse ultra rapide d'avoir capté énormément de données, conscientes, inconscientes, préconscientes, enfin dans tous les niveaux qu'on veut, toutes les sphères, avoir capté des quantités de données plus ou moins perceptibles et d'avoir pu faire une synthèse cohérente, et on arrive à une conclusion. Et c'est ça l'intuition. Mais les gens ne le croient pas, ils ne se croient pas. Moi, je dis toujours se fier à son intuition. J'ai comme ça une histoire fantastique d'une jeune femme que je voyais enfin, une amie lui donne un billet pour une croisière. Elle est ravie, elle fait croisière, elle monte dans la croisière. Bon, c'était pas terrible, c'était de ces gros paquebots, là, ces usines. Et un soir, elle dit non, mais je reste pas, je veux pas rester. Et elle fait une scène, et elle dit non, je ne peux pas rester. Et elle se dit, pour rester déterminée, Ariel m'a toujours dit que je dois me fier à mon intuition. Ariel me dit que je dois me fier à mon intuition, donc elle continue. C'est bien qu'on la met dans un avion et elle rentre chez elle, à Paris. Et c'est le bateau qui a basculé, c'était Costa, troisième. C'est un bateau, mais énorme, il y a eu beaucoup de morts. Et le capitaine est passé trop près des côtes, il a heurté un rocher, il a basculé. Et à l'heure où elle aurait dû être dans sa chambre, à l'heure où il a basculé, elle était du côté qui a basculé, c'est-à-dire qu'elle serait morte. Et elle a écrit cette histoire sur Internet, donc je peux la raconter. C'est un très beau témoignage. Et c'est arrivé au moment où ce bateau, Costa, a basculé. On peut retrouver, je sais pas, il y a une dizaine d'années. Oui. Non. Fantastique, hein. Je trouve que c'est extrêmement important. Beaucoup de gens doués refusent ou se sont coupés de leur corps, de les émotions, des sensations, en particulier les hommes. Et il y a un vrai enjeu à reconnecter, et je dis souvent comme toi, les intuitions ont toujours raison et notre corps veut toujours notre bien. Donc il faut absolument écouter. Et souvent les personnes douées, elles captent l'information sur les antennes, mais elles vont pas plus loin. Le tableau de bord, il est verrouillé. Elles ne traitent pas l'information. Elles font pas la synthèse. Oui, c'est ça. Elles vont pas plus loin. Et alors elle, d'ailleurs, cette jeune femme disait après que j'avais sauvé la vie. C'est vrai, j'avais sauvé la vie. Ben oui. C'est ce qui est bien, ça. Il faut. Bravo. Et parce que je crois que c'est ça qui est important. Il faut absolument obéir à nos intuitions. Il faut obéir à nos intuitions. Absolument. Si je l'avais pas persuadée, mais j'avais dit ça dans le cadre de son travail ou des choses comme ça, enfin des choses extérieures. Hein, c'était même pas. Voilà, on pense pas à des situations extrêmes comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle avait d'ailleurs capté, ressenti, je ne sais pas, parce que il n'y avait pas de signe. Elle a été la seule. Hein. Tout le monde l'a regardée comme une folle pendant qu'elle hurlait qu'elle voulait absolument sortir de là. Mais qu'est-ce qu'elle avait ressenti, je ne sais pas. Et donc c'était déjà dans l'air. C'est bizarre. Hein. Ben moi je comprends ça parce que mais il faut toujours se fier à son intuition, toujours. Les témoignages, c'est-à-dire tu le ressens dans le ventre. Tu ressens dans le ventre. Et les enfants d'ailleurs. Tu fais des nœuds et le corps t'oblige à t'en aller. Mais oui, mais et les enfants, ce qu'il y a, c'est qu'ils disent des choses vraies, on ne les croit pas. Parce que ce sont des enfants. C'est comme ça qu'ils apprennent à ne plus croire à leur intuition. Parce Exactement. que les enfants, ils disent des choses et ce sont des enfants, ils disent n'importe quoi. Et puis, donc ils croient pas. Et puis voilà. Et après, ils sont déconnectés. Et les adultes sont déconnectés. C'est très, très important. C'est d'ailleurs les couples aussi, si on se fie à son intuition dans les couples, ça ira mieux. Oui, tu as raison. Et c'est le syndrome de Cassandre, hein. C'est-à-dire qu'on peut voir des choses avec la synthèse et on peut ressentir des choses. Alors parfois il y a des gens qui doutent, qui disent j'ai des intuitions mais ça n'a pas marché. Je pense que c'est pas l'intuition qui a pas marché. C'est-à-dire qu'elle a reçu l'information brute, mais c'est la manière dont la personne a traité l'information, on n'y croit pas. C'est le traitement de l'information.
et filtre l'information qui fait que ça n'a pas marché. Et C'est, c'est pas la même chose. dans le livre qu'on a écrit avec Hélène Catrou, j'ai un chapitre que j'ai appelé le syndrome de Cassandre. Je m'étais renseignée pour savoir à l'époque, c'était dans les années 2000, 2001, 2002, je sais pas. J'avais appelé le syndrome de Cassandre, je m'étais renseignée pour savoir si ça avait déjà été traité, j'ai pas trouvé. Et enfin, j'ai un chapitre seulement où j'explique ça et j'explique que quand même, quand une Cassandre croise une autre, elles se sourient et elles se comprennent. C'est un vrai sujet important. Je pense que toutes les personnes douées ont ça. La question, c'est pas est-ce qu'elles l'ont ou est-ce qu'elles l'ont pas. La question, c'est de rapatrier et de faire respecter ça et de faire du training avec cette dimension-là pour bien vérifier que le canal de communication fonctionne bien, qu'on reçoit bien l'information et qu'on ne va pas la corriger ou la filtrer, et savoir comment on interagit sur le monde extérieur, parce que effectivement, ça peut avoir été corrigé. Ça peut avoir été corrigé par des parents ou par des adultes éducateurs ou après par d'autres personnes. Très souvent, j'ai des parents qui me disent j'ai corrigé mon enfant en lui disant c'est pas bien. Tu vois un enfant qui va se manifester en mode rebelle à l'école ou par rapport aux enseignants, et moi je leur dis non. Sur le fond ils ont raison. C'est-à-dire décorréler le fond de la forme. Sur le fond ils ont raison. Sur la forme ils ne peuvent pas faire ça. Mais sur le fond ils ont raison parce que si les parents ou les éducateurs bloquent les intuitions, en fait, toute cette dimension un peu magique des fréquences qu'on peut recevoir, on se coupe de C'est soi-même. fini. C'est terrible. C'est fini, c'est très... Oui, c'est fini. Mais j'avais vu une fois une petite fille comme ça, je me dis, ah non, mais c'est fou, elle capte tout. Et là, on me dit, oui, d'ailleurs, on l'appelle le petit Bouddha à la maison. Incroyable. Là, c'était formidable, celle qui servait d'oracle, quoi. Elle faisait oracle pour la famille, c'était bien, c'est pratique. Et le petit Bouddha, il était à combien au test, tu te souviens? Non. Mais enfin, tu sais, ce que je vois, ils sont assez hauts. Oui, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'elle n'aimait pas un professeur. Elle avait dit, mais non, enfin, son maître, parce qu'elle était en primaire, il nous parle que de mort, ça va pas. Et alors, en fin de compte, non. Il leur avait appris le poème de Victor Hugo après la mort de sa fille, là, qui s'est noyée, et j'ai oublié comment ça commence. Mais on connaît que ce poème. Ah, mais, enfin bon, on connaît que ça, mais j'ai oublié. Et, eh bien, c'était ce poème de Victor Hugo que moi aussi j'ai dû apprendre en classe. Hein, je n'en ai pas compris quand le professeur parlait de mort. Elle s'appuyait là-dessus pour dire il parle de mort. Mais elle avait raison, parce que finalement, il s'est avéré que ce type était très malsain, mais elle donnait comme argument le poème de Victor Hugo, ce qui était pas très logique. Enfin, c'était pas un argument recevable, dirons. Mais elle l'avait perçu, elle, et c'est son argument qui était mauvais, mais elle l'avait perçu comme ça. Je comprends. Ma question sur le résultat des tests, c'est plutôt dans quel écart type elle se trouvait, parce que je pense que les enfants doués, et encore plus les enfants au deuxième écart type minimum, arrivent comme des vieux sages. Et très vite, très tôt, ils trient, ils scannent les parents, ils ont des arbitrages, et vieux sages, mais ça peut être aussi des snipers, et ils se font très vite un monde avec les dysynchronies dont parle Jean-Charles Terrassier, c'est-à-dire que leurs capacités cognitives et d'analyse sont bien supérieures à l'âge physique. Oui, alors... Tu en parles aussi sur le décalage avec la partie émotionnelle, mais je veux bien que tu le reprennes là, et la partie physique. C'est-à-dire que la partie émotionnelle peut être beaucoup plus perturbée que la même tranche d'âge. Par contre, la partie cognitive et intelligence est largement supérieure, et en particulier au deuxième écart type, c'est bien plus tôt, c'est 3-4 ans, par exemple. Mais c'est la partie émotionnelle, ce que je pense, c'est qu'ils n'ont pas la maturité affective pour métaboliser, pour analyser ce qu'ils ressentent. Ça peut être trop violent. En même temps, ils ont tendance à voir les catastrophes. Je raconte que bon, si on part dans un endroit en voiture, dans un endroit qu'on connaît pas, eux, ils se préparent comme si c'était une expédition de 3 jours dans le désert.
Enfin, ils voient ça comme ça. Il y a des parents qui me racontent ça, alors qu'ils n'ont pas lu, ils n'ont pas lu ce que j'avais écrit, mais les enfants envisagent toutes sortes de catastrophes, ils peuvent envisager le pire et ils n'ont pas la maturité ni l'expérience de vie suffisante pour faire le tri entre ce qui est invraisemblable et ce qui est plausible et ce qui n'est pas du tout. Enfin, ils n'ont pas du tout ils n'ont pas ça, donc ils envisagent les conséquences à long terme d'événements tout à fait mineurs. Et là, il faut reprendre ça avec eux, leur apprendre à relativiser. Parce qu'on parle de l'hypersensibilité, on dit ils peuvent pas gérer leurs émotions, mais c'est parce qu'ils amplifient tellement dans leur imagination, ils savent ce qui peut arriver, ils sont lucides, ils savent tout ce Oui. qui peut arriver, et sans pouvoir prendre de recul parce qu'ils n'ont pas d'expérience de vie. Et c'est ça dont il faut leur parler. On en parle avec eux, on leur apprend à relativiser, à prendre de recul, à prendre exemple sur leurs parents, par exemple, qui peuvent relativiser. Mais et leur imagination, parfois, les envahit complètement. Et leur émotion est beaucoup trop forte. Ils ne peuvent pas le gérer parce que c'est beaucoup trop violent. C'est comme un orage. On parle d'orage émotionnel. C'est comme une cascade énorme qui tomberait dessus, comme la grêle qui est tombée sur Paris là, il y a quelques jours. C'est énorme, ils ne peuvent pas le gérer. Mais par ailleurs, ils sont d'une maturité, d'une pertinence. Ils sont pertinents, ils sont mûrs, ils savent faire des synthèses, ils ont tout ce qu'il faut pour gérer correctement leurs émotions. Mais ils peuvent basculer. Et là, il y a l'éducation. Ça, c'est important pour les parents qui ont du mal, surtout s'ils ne sont pas concernés par le sujet de la douance, qui ont du mal à concevoir cette espèce de décalage et d'amplitude d'un enfant qui est déjà un adulte dans certaines situations, et pour d'autres situations, c'est un bébé qui peut avoir des effondrements, des crises différemment exprimés selon que ce sont des garçons et des filles, et de considérer que tout ça est normal. Le temps de l'évolution de l'enfant, parce qu'on est en Oui, dehors de la normalité, mais c'est une autre normalité qu'il faudrait pas rajouter du traumatisme à tout ça. oui, je raconte d'ailleurs à des enfants, on leur refuse quelque chose, ils ont compris qu'on ne les aime plus. Mais c'est pas du chantage, ils le pensent vraiment. Oui, Ils le pensent vraiment que si il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, enfin, qu'ils demandaient, et quelque chose qui est pas très, enfin même pas rationnel, c'était pas un caprice. Hein. S'ils réclamaient quelque chose qui n'était pas un caprice, eh bien, il, euh, il faut leur expliquer pourquoi on ne fait pas et comment, enfin donner juste, enfin expliquer, bien expliquer clairement et de façon rationnelle. Sinon, ils pensent qu'on ne les aime plus. Alors, ils plongent dans la détresse absolue, ils sont effondrés parce que ça veut dire qu'on ne les aime plus. On va les jeter, qu'ils vont mourir. En plus, ils ont une imagination comme ça. On les jette dehors, ils meurent, la petite fille aux allumettes, enfin, tous les contes, j'apprends, enfin tout. Voilà. je crois que Ils voient ça pour les très vite. parents, c'est important de donner l'intention. Souvent, ce que je leur dis, c'est que c'est pas derrière ce que vous faites, dites pourquoi vous le faites et quelle est l'intention que vous avez, et ça va aider un enfant doué qui a besoin de tout comprendre. C'est juste pas Oui, négociable. Faut tout comprendre. Donner l'intention pour éviter qu'il y ait des mauvaises interprétations. voilà, voilà. Oui, parce que eux, ils peuvent basculer. C'est ça, ils peuvent basculer. Ils ont perdu. Et là, il n'y a plus de raison, quoi. Il y a tout ce qui est émotionnel qui se déferle et ça, on peut plus les raisonner. Donc, on leur dit, oui, on leur donne les raisons, mais que ça soit logique et cohérent, on recommence dans la logique et la cohérence. C'est super Faut toujours important. revenir à tes notions. On va commencer à atterrir sur cette interview. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être deux choses. La première, et tu en parles, et j'en parle fréquemment depuis une quinzaine d'années, sur le décalage entre les filles douées et les adolescentes douées. Un extrait, page 181. Il a toujours été admis que les petites filles douées savent s'adapter et n'attirent donc pas l'attention. Les garçons, plus volontiers rebelles, passent tôt, détestent. Les parents ont déjà une piste pour les comprendre et les aider. Ils peuvent alors se réjouir du calme et de la sagesse de leur sœur.
elle travaille bien, la sœur, sans qu'on soit obligé de l'y contraindre par toutes sortes de moyens. Elle est appréciée dans son école, elle a des copines que ses parents trouvent convenables. C'est une petite fille comme les autres, si ce n'est qu'elle adore lire, mais elle a toujours une ou deux amies qui partagent cette passion. Elles se prêtent leurs livres, elles en discutent. Qu'est-ce que tu pourrais compléter sur les filles douées versus les garçons, de leurs caractéristiques spécifiques, y compris pour les parents, parce que un garçon doué, une fille douée, c'est pas pareil, même s'il y a une carte commune, en termes d'accompagnement ou en termes de vigilance. Les filles, elles passent sous le radar, elles sont conformes, elles font en sorte d'être conformes, et le poids de la conformité sociale est plus fort en général. Oui, ce qui différencie énormément, je trouve, c'est la lecture. Les petites filles douées adorent lire. Et les petits garçons, oui, tu aimes lire, oui, tu aimes lire, oui, qu'est-ce que tu lis? Des mangas. Ah. Et voilà. Et ils lisent parce qu'ils lisent des mangas. Alors les petites filles, elles lisent pas du tout de mangas, elles lisent des romans. Ouais. Des vrais romans, avec des histoires qui les emballent. Alors, ben, c'est, euh, pour les petites filles, elles ne demandent rien, mais je pense que de plus en plus, quand même, on les identifie parce qu'il y a beaucoup d'enfants uniques. Les parents ont parfois passé des tests. Je vois beaucoup d'enfants. Déjà, je vois des enfants dont les parents m'ont vu quand ils étaient enfants. Donc, c'est bien, c'est la suite. J'en vois déjà pas mal. J'en vois pas mal depuis un certain temps. Mais les parents sont ouverts, donc filles ou garçons, ils s'intéressent à leur fille et ils viennent, ils veulent savoir ce qu'il y a de mieux pour elles. Et il faut vraiment être à l'écoute et alimenter la curiosité intellectuelle. Je peux pas dire qu'il faut leur faire 50 000 activités comme après certains font, ça va pas du tout, mais d'autres, surtout des activités extrascolaires qui peuvent leur apporter quelque chose. Moi, je trouve que la danse c'est parfait, que toutes les petites filles devraient faire de la danse, mais il y en a qui n'aiment pas. Mais la musique, enfin quelque chose qui les tire, qui ne soit pas intellectuel, qui les tire de ce monde où elles n'ont pas besoin de travailler, elles sont avec des copines, elles disent, elles sont dans une bulle là. Elles vivent leur vie comme ça. Mais l'adolescence, c'est une catastrophe. Hein. Les adolescentes en mauvais état, il y en a tout le temps. Hein. Ça bascule. Les autres ont changé et elles sont restées fidèles à elles-mêmes. Et les autres s'intéressent aux séries, aux garçons, au maquillage, et elles pas du tout. Elles ont déjà des lecteurs philosophiques, les autres pas du tout. C'est une catastrophe. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux prévenir peut-être en leur donnant des activités de repli, de secours, des activités autres que la routine, le train-train, parce qu'il y a un moment où ça ne suffira plus. Il faut qu'elles puissent avoir envie, le plaisir de faire autre chose. Il faut qu'elles aient du plaisir, leur donner du plaisir à faire des activités qui en même temps les alimentent et nourrissent. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'astrophysique, des cours d'astrophysique, des échecs, enfin, n'importe quoi, mais qui alimente leur fonctionnement intellectuel. Alors pour les garçons, c'est l'inverse. Je dirais, il faudrait qu'ils lisent. Parce que il y a une maturité intellectuelle, il y a une maturité. La lecture donne une maturité. Ça ouvre l'esprit, ça fait rêver, ça ouvre des horizons, ça permet de voir d'autres mondes, d'autres façons de concevoir les choses. Ça donne une maturité autre que les mangas. C'est quand même c'est très fermé. Je trouve que la lecture, ou aussi des activités qui les sortent un petit peu, qui soient pas le foot uniquement. Mais c'est bien s'ils ont envie de jouer au foot, c'est bien. Surtout que là, il va y avoir des vocations. Hein. Mais des activités intellectuelles qui les amènent à réfléchir. Je connais une jeune femme qui, c'est formidable, elle fait de la philo. Elle enseigne la philo à des élèves du primaire. Alors, elle est ici en France, mais elle a un partenariat au Sénégal. Et au Sénégal, elle enseigne la philo et les élèves du primaire. Ils sont passionnés. C'est magique. C'est extraordinaire. Voilà, ça serait des choses magnifiques pour les enfants. Garçons, filles, mais ça serait magnifique. Alors, au Sénégal, ici, elle a une classe CM1, quelque chose comme ça,
Il y en a qui savent pas lire, et ils sont insupportables. Enfin, elle remplace quelqu'un qui a fait un burn-out. Enfin, c'est un cauchemar. Au Sénégal, ils écoutent, ça file l'eau, ils sont passionnés. Voilà, des choses comme ça, c'est magnifique, hein. Je pense que la période de l'adolescence, j'ai deux interviews avec Esther, là, que je viens diffuser en intégrale, 16 ans, de la manière dont les filles, la Ah période de oui, l'adolescence est très très compliquée pour les filles qui peuvent faire des tentatives de suicide et des scarifications. Et puis il y a aussi Lily Rose qui est embarquée avec son autisme et sa douance. Je pense que pour les parents, déjà, l'adolescence des personnes douées, elle arrive très tôt, elle peut arriver à 11-12 ans, très très tôt, et que ça exacerbe un certain nombre de choses, de bascule et du virage pour ces enfants. Il faut vraiment les accompagner ah parce oui, ils peuvent fracasser les parents aussi. oui, parce que quand je dis danse, c'est très ennuyeux parce que c'est la porte ouverte aux troubles alimentaires, à l'anorexie. Oui, La danse, parfois, ça induit l'anorexie parce qu'il faut faire très attention. Plus on est mince, mieux on danse, c'est certain. Donc, ça peut induire l'anorexie. Il faut faire très attention. Il faut qu'elles apprivoisent leur corps. Sinon, elles s'en veulent. Elles se détestent. C'est pour ça exactement. qu'il y a des scarifications. Oui, oui, j'ai un chapitre sur les filles douées, les Oui. adolescentes douées. Il y a la phobie scolaire parce qu'elles s'ennuient. Elles savent déjà tout ce qu'on leur enseigne. Il y a les copines qui ont complètement basculé. Maintenant, c'est tout à fait autre chose. Elles ne s'aiment pas trop elles-mêmes parce qu'elles changent, elles se reconnaissent pas, se voient pas, elles sont trop roses, trop maigres. Enfin, elles ont souvent des problèmes alimentaires, hein, c'est ça qui est embêtant. Et puis des angoisses, qu'est-ce que je vais devenir? C'est le désordre total pour les filles. Alors les garçons, c'est c'est plus, ils sont désespérés. Ils sont abattus, ils n'ont plus goût à rien, ils savent pas ce qu'ils font, ils n'ont pas de troubles alimentaires, enfin pas trop, moi ce que je vois en tout cas. L'avenir leur paraît bouché, sombre, obscur, enfin vraiment. Et alors, heureusement, j'en vois pas beaucoup, mais maintenant, voilà qu'ils font, alors ça a un nom, style la planète va mourir si on fait pas ça, on fait pas ça, faut pas Ah, manger ça, faut l'éco-anxiété. pas. Ariel, Ouais, voilà. l'éco-anxiété. Voilà. Ça, c'est terrible. Mais c'est terrible parce que c'est alimenté à tout bout de champ et ça fait des terroristes, enfin auprès de leurs parents, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et en même temps, il n'y a pas de solution, ils peuvent rien faire eux. Mais je pense que c'est quelque chose auquel ils accrochent leur angoisse, le fait qu'il n'y a Exactement. pas d'avenir, euh, ça alimente tout ça et ils sont coincés là-dedans. Et alors là, je sais pas. Trouver une activité qui les passionne. C'est, Il mais y ils a un veulent vrai pas en enjeu général, là-dessus. mais c'est ça, Pour c'est ça qu'il faut. atterrir, je voudrais atterrir avec la manière dont tu as atterri dans ton livre et donner de l'espoir. Donc, il y a un chapitre sur le bonheur. Donc, si tu veux bien, pour terminer l'interview, on va parler du bonheur et donner de Oui, l'espoir aux gens. ah Le bah, bonheur des enfants doués, un rêve qu'on peut tenter de concrétiser après avoir surmonté les obstacles, déjoué les pièges, éviter les fausses voies, oublier les préjugés et s'être forger sa propre opinion au sujet du don intellectuel. Il est temps de songer seulement à apporter un bonheur qui rendra plus solide une personnalité en devenir, riche de tant de promesses. Une fois adulte, il sera possible de remonter ce fil pour retrouver des moments importants, heureux ou malheureux, pour privilégier ceux qui ont procuré le plus de joie et puiser dans ce souvenir la force d'aller de l'avant grâce à la pleine maîtrise de toutes ces qualités. Et tu fais tout un chapitre, et c'est très bien, c'est qu'il faut donner de l'espoir. Euh, Effectivement, il faut se prendre en main. Effectivement, on est décalé. Il y a de l'espoir. Il y a des gens gentils et bienveillants, doués ou pas doués. Et il y a des choses qu'on peut développer, non pas chercher sa place, mais prendre sa place, parce qu'en fait, notre place, elle est partout. Et on va pas demander à des tiers de nous la coller. Donc, c'est pas comment trouver sa place, c'est comment je prends ma place ici et maintenant, parce que je l'ai, et comment je construis mon bonheur et ma trajectoire, parce que beaucoup de choses sont entre mes mains. Je te laisse compléter ça voilà. si tu veux bien. Non, je sais ce qui me rend heureux, je le sais. Donc, je fais en sorte de multiplier ces occasions et d'avoir choisir une activité où je puisse
avoir un écho qui me renvoie un écho de ce qui me fait plaisir, de ce que j'aime. Oui, j'ai plus de chance de rencontrer des gens qui seront comme moi, mais il faut absolument pas être passif et absolument pas heu, attendre des autres qu'ils vous donnent quelque chose. Il faut aller au-devant, il faut demander, mais le fait d'avoir une bonne capacité intellectuelle rend apte au bonheur, parce qu'on apprécie beaucoup plus les choses. On apprécie la beauté, on les savoure beaucoup plus, et ça, c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Déguster un bon livre, voir un bon film, c'est un plaisir, et ça, c'est un vrai plaisir quand on est doué. Le plaisir le plus grand. Donc il faut savoir ce qui vous fait plaisir et les multiplier, et c'est en sachant que la personnalité se construit, s'enrichit, devient plus solide et donne plus aux autres. Elle est aussi plus créative, plus forte, plus imaginative, plus généreuse et plus belle. Important. Merci Ariel. Ça sera une belle conclusion pour cette interview. Merci infiniment d'avoir accepté et partagé ta longue expérience avec ce monde magnifique et de traverser en même temps la société et ces différentes époques. Je suis ravi que tu sois venu. On va présenter sur l'interview. Surtout, tu coupes pas ton téléphone. Je termine ma présentation. Et après, on fermera la partie technique avec Gaëtan. À bientôt, en tout Donc je cas. reste là, je bouge pas, je remercie. Moi aussi, merci de m'avoir invité. C'est bien de pouvoir exprimer ses idées. Merci beaucoup. Ben, c'est un grand plaisir. On s'est croisés plusieurs fois, mais j'étais ravi de te retrouver là. J'apprécie toujours ce que tu fais. Merci. Merci beaucoup. C'est Ben voilà, on a fait un nouveau voyage et c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment une belle chose que de partager avec Ariel le travail, parce que de toute façon, la route est encore longue. Il y a énormément de gens, vraiment énormément de gens qui ne sont pas identifiés. Dans ceux qui sont identifiés, il y en a beaucoup qui ne croient pas, il y en a beaucoup qui sont dans la nature, il y en a beaucoup qui sont dans des limbes. Il y a absolument un enjeu pour protéger les enfants aujourd'hui, parce que plus tôt on les accompagne correctement, proprement, mieux ce sera. Donc il y a un enjeu sur les parents, il y a un enjeu sur les éducateurs. Et pour tout ça, je vais continuer ma chaîne tant que ça sera possible. Pour les informations, vous pouvez toujours me suivre sur cette chaîne avec les programmes Ping Pong Live. Donc pendant 1 heure, vous venez me poser des questions sur le chat et je vous réponds aux questions que vous posez ou pas, si je sais pas, parce qu'il y a des choses que je sais pas. J'ai toujours mes formations e-learning en ligne, j'ai toujours mes programmes pour accompagner les professionnels, à condition déjà qu'ils aient un corpus professionnel. Donc moi je rajoute une capsule spécifique sur les personnes douées ou les multi-exceptionnalités. Maintenant j'ai les nouveaux programmes en e-learning et pour les professionnels, sur tout ce que je fais de Palo Alto, sur les accompagnements de Palo Alto depuis 20 ans. Je fais ça en France, à l'étranger, qui sont des outils d'accompagnement, donc issus des thérapies brèves systémiques et du coaching et de l'accompagnement et du management dans les pays anglo-saxons. Notre livre avec Élodie Crépel est toujours en vente et présente sur les plateformes et dans les librairies. On a des très très beaux retours. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y a plusieurs personnes déjà qui sont programmées pour cette année, où j'ai eu beaucoup de monde qui a accepté de venir, et j'essaie d'avoir un programme riche et diversifié sur ce monde-là, et j'espère plutôt bienveillant. Je cherche à distinguer des choses et pas à les opposer et pas à faire la guerre, parce que des fois l'environnement est un peu anxiogène. Merci beaucoup, merci pour vos contributions. Si vraiment la chaîne vous plaît, pensez à vous abonner, pensez à mettre des pouces, je sais pas où, parce qu'à chaque fois j'oublie. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin des familles, prenez soin des enfants et protégez les enfants. Merci beaucoup.